la première image n'est pas forcément une image cinématographique, dans la mesure où on est une génération qui avons aussi rêvé des films. Juste avant l'arrivée massive du DVD, au cours des années 80-90, on a pu aussi jouir d'un certain nombre de films qu'on n'avait pas vus dans de grandes encyclopédies du cinéma. Et moi, en l'occurrence, c'était Le siècle du cinéma de Vincent Pinel, qui représentait une photo de la poursuite infernale avec Victor Mature et Henri Fonda. Voilà, donc ça c'est vraiment la première image, l'image séminale de John Ford qui me revient, ce serait cette image-là dans le bar de la poursuite infernale. Howdy. Good evening. I'm Wyatt Earp. I know. Là, alors, ce qui est très étonnant dans cette photo de Victor Mature qui joue Doc Holliday, c'est la tristesse. C'est le regard de Mature qui m'a toujours bouleversé dans cette image. Et la tristesse de l'alcoolique, la tristesse du second couteau, la tristesse de l'anti-héroïsme. C'est vraiment une photo de tournage très, très précise qu'on voit beaucoup, hein, qui est pas du tout une rareté, mais qui finalement rétrospectivement va complètement à l'encontre des deux Ford qu'on connaît. Le premier, ce serait un Ford héroïque, un Ford du western, de la geste du western, qui serait une geste comme ça euh, très déterminée, très belle, très, très vaillante. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, bah, dans ce qui nous a intéressé dans ce livre, c'est que la dimension humoristique de Ford n'apparaît pas du tout. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour être très précis sur l'image, ce que vous me demandez sur l'image, c'est ça, c'est l'espèce de mélancolie de Victor Mature qui me reste en mémoire. Après, évidemment, comme tout cinéphile, je pense qu'on est passé par La prisonnière du désert, par les westerns, rentré par le western, ou par Les raisins de la colère, que j'ai dû voir aussi assez tôt. Mais il n'empêche que le fait de revoir La poursuite infernale en salle, en étant étudiant et un peu plus âgé, j'ai un souvenir très très fort de me dire que j'étais un peu passé à côté de lui dans mon enfance. Ah, Que c'était pas d'accord. forcément un cinéaste de chevet de prime abord, mais qu'il y avait quelque chose de très fort qui était que la rencontre aurait dû se faire en fait plus tôt, de façon plus directe, plus frontale, plus nécessaire. Elle s'était faite avec d'autres cinéastes classiques. Je pense à Hawke, je pense à Richard Fleischer par exemple, à Michael Curtis bien sûr, qui est un des cinéastes importants pour moi, où vraiment la connexion entre cinéma et enfance se joue à partir de ces trois cinéastes. Et Ford, en fait, j'ai eu un rapport plus tardif finalement avec lui, où je me suis dit oui, c'est un cinéaste qui m'intéresse, dont j'ai envie de découvrir plein de choses. Et à chaque fois que j'en découvre un, je me dis qu'il est meilleur que le précédent. Vous voyez, il y a l'avantage du classicisme hollywoodien permet ça. Il y a des grands cinéastes où à chaque fois qu'on en voit, on se dit que finalement c'est peut-être notre préféré par rapport à celui qu'on avait vu préalablement. Chaplin aussi est complètement pour moi dans ce rapport-là. Si je revois Les Temps modernes, je vais dire que c'est mon préféré. Et puis si je revois Monsieur Verdoux, eh bien, il vient annuler Les Temps modernes en disant que Monsieur Verdoux est mon préféré. Voilà. Et ben Ford, c'est exactement ça. Thank you. I'll prepare a room for you. Thank you. Can I help you, ma'am? Old Dad's usually here to take care of the... Is that your duffel up there? Yes. Quand vous avez découvert Ford et que vous continuez encore à regarder enfin, je parle avant du, oui, quand vous avez commencé à voir des films de John Ford, est-ce que vous avez été frappé d'abord par son sens de l'humour? Non, non, je peux pas dire ça. Vraiment, je crois que le fait aussi qu'on ait beaucoup entendu parler de Ford, qu'on connaît pas Ford directement. Ford est aussi un mythe.
dans la mesure où c'est la parole des autres qui nous fait découvrir ce cinéaste. C'est la parole des cinéphiles canoniques, des revues de cinéma, du cinéma de minuit, de la voix de Patrick Brion qui nous présente tel ou tel western, etc. Mais il y a toujours un certain nombre de filtres qui nous engagent à regarder Ford d'une certaine manière. C'est très délicat, une fois qu'on a été imbibé de cette manière de penser Ford comme un cinéaste de western, pour aller très vite, de se dire qu'il y a d'autres choses, il y a des niches, il y a des manières de représenter voilà, qu'on ne perçoit pas la première fois parce qu'on est vraiment arrêté sur une image un peu figée qu'on nous impose. Donc là, la réponse est très claire. Non, c'est pas la vision d'un Ford comique qui m'a sauté aux yeux la première fois que j'en ai vu. Je dirais même que j'étais plutôt à la recherche des films tragiques de Ford, ou en tout cas dramatiques de Ford. Frontières chinoises, par exemple, que je trouve magnifique également pour sortir un petit peu du cadre du western. C'était une recherche, voilà, d'un cinéma pathétique, au sens premier du terme. Et c'est en découvrant un peu par hasard Planqué malgré lui, When We Come Marching Home, où vraiment là, il y a une véritable découverte d'un Ford comique, d'un Ford potentiellement comique. Et donc, par conséquent, le but du jeu, c'était de dire, puisque ce film-là est comique, il doit y en avoir d'autres, allons les chercher. Et donc, première chose, c'est allons chercher uniquement les comédies, puis ensuite, revoyons dans un deuxième temps les films qu'on a cru dramatiques, mais dans lesquels il y avait en fait une aspiration comique qui ne sautait pas aux yeux. Par exemple, L'homme tranquille. Si vous regardez, par exemple, toutes les images qu'on connaît sur le film, des photos de tournage, des photos promotionnelles, des captures de DVD, etc. Très souvent, on va vous dire quoi? C'est un film sur l'Irlande. OK, première possibilité. Donc, ça va être sur la partie irlandaise de Ford. Deuxième possibilité, on va vous dire que c'est un film dramatique. Il y a tout un tas de scènes, de figures de John Wayne regardant au loin, de Maureen O'Hara, etc. Donc, il faut vérifier, voir le film pour comprendre dès les premières minutes qu'en fait, il y a tout un tas de choses comiques dans le film. Ça va du jeu de mots justement aux scènes qui vont alterner comédie et drame, etc. Bref, qu'en fait, c'est une profusion de comédie à l'intérieur du film. Mais les filtres qui précèdent la vision même du film nous engagent quand même sur une autre voie. Et donc, c'est vraiment tout un travail de relecture qui s'impose pour découvrir un John Ford qui ne serait pas forcément un John Ford de western ou un John Ford de l'Amérique. Quand est-ce que arrive cette idée de travailler sur ces fantaisies-là, comme vous dites, sur ce réalisateur de comédie, à travers un ouvrage? Alors la genèse, elle s'est passée en deux temps. Dans un premier temps, donc, comme je vous l'ai dit, il y a la découverte de Planqué malgré lui, qui correspond également à peu près, mais à la découverte des films de Preston Sturges, et donc il y avait un lien qui était évident pour ceux qui maîtrisent un petit peu les deux filmographies. Et donc, à la suite de cette découverte, on avait, avec Damien Keller, qui est donc le co-directeur de l'ouvrage, on avait la responsabilité d'une revue universitaire qui s'appelle The Wild Bunch, qui était donc sur le campus de l'université de Rennes 2, et on cherchait un 4e numéro. Et donc, on imaginait que cet aspect de Ford pouvait faire l'objet d'un numéro. Alors, cette revue, elle était assez ciblée, puisque le but du jeu, c'était de travailler sur le cinéma américain, voire le cinéma classique américain. Donc, c'était vraiment de chercher des cinéastes qui nous intéressaient beaucoup, auxquels on était très attachés, et on cherchait à reprendre des films qui n'étaient pas du tout des choses inconnues, mais plutôt des choses connues, mais sous un angle nouveau. Donc le premier numéro était consacré à Douglas Sirk, le second c'était plutôt sur la comédie américaine, etc. Et donc on cherchait un numéro qui soit un petit peu nouveau par rapport à John Ford. Et là on s'est dit, bon ben voilà, là il y a peut-être une carte à jouer. Alors, je précise tout de suite que la volonté des fantaisies, c'était autant de regarder les comédies de Ford qui nous semblaient sous-exploitées, introuvables, enfin voilà, méconnues,
Donc, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer d'un corpus méconnu? Trouver un angle qui soit un petit peu original. Ça, c'était aussi vraiment quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, de ne pas écrire pour écrire, mais de trouver quelque chose à dire. Et la dernière chose qui nous tenait à cœur, ah oui, c'est ça, c'était que les fantaisies ne s'arrêtaient pas uniquement donc à cet aspect comique, mais que c'était aussi une manière d'interroger l'œuvre. Donc, par exemple, on pouvait très bien imaginer, on voulait d'ailleurs un texte qui reprenne toutes les allusions de John Ford dans les Lucky Luke. Oui, Par exemple, donc c'était Fantasy, ça jouait à la fois sur les films eux-mêmes et à la fois sur la manière dont chaque contributeur devait être un peu fantaisiste dans sa manière de penser et de présenter son texte, dans un cadre relativement académique, voilà, d'un article universitaire. Donc, mais il n'empêche que cette première idée a été un échec cuisant dans la mesure où nous, on n'avait déjà pas beaucoup de temps pour le faire et que on n'avait trouvé aucun contributeur pour participer. Donc, pourquoi? tout simplement parce qu'on était avec des doctorants, des gens qui étaient en master. C'était une revue relativement confidentielle et donc tout le monde trouvait l'idée plutôt sympa, mais personne ne savait comment on allait l'empoigner. D'accord. Et même, on avait fait quelque chose d'assez large. Hein. On avait fait appel à d'autres universités, etc. Mais l'échec a été permanent. Donc, c'est un projet qui est tombé à l'eau suite à ça. Et puis, on est parti vers différents horizons. Et on a fini quelques années plus tard par faire un dernier numéro de The Wild Bunch. Et de fil en aiguille, j'ai eu contact avec Philippe Ortoli, qui contribue donc à l'ouvrage, qui est quelqu'un quand même qui dans l'université compte. Et donc je lui parle comme ça, vraiment complètement un peu par hasard, de cette idée d'un numéro qui aurait été consacré à John Ford. Et j'ai rencontré un enthousiasme immédiat, total, où il disait mais non, il faut absolument le faire, il faut relancer, ce serait une super idée, vous pouvez compter sur moi. Et donc bon, ça nous faisait un collaborateur, un contributeur. Et donc, de fil en aiguille, on a décidé donc de remettre le projet en selle. Et là, par contre, donc on est en fin 2017. Et là, par contre, on a des gens qui se présentent et qui acceptent de contribuer donc à l'ouvrage. Et donc, à partir de ce petit corps de personnes qu'on connaissait pas, hein, c'est vraiment aussi un ouvrage qui s'est fait à distance. Et bien, on a passé commande à d'autres personnes pour créer un sommaire qui se voulait cohérent, qui se voulait harmonieux, qui se voulait différencié. Et donc, c'est là où on a fait appel à Jean-Loup Bourget qui nous a confié un texte. C'est là où on a fait appel à Emmanuel Dreux pour qu'il accepte aussi une commande. Alors, évidemment, dans ce jeu, il y a parfois des gens qui acceptent et qui vont jusqu'au bout, des gens qui acceptent et qui, pour des raisons diverses et variées, finissent par renoncer. On a des textes qui auraient dû paraître dans l'ouvrage, mais qui n'y sont pas. Je pense par exemple à un film que tout le monde attendait un peu, qui est La Taverne de l'Irlandais. Et finalement, voilà, l'étude de La Taverne de l'Irlandais n'y est pas, tout simplement parce que le contributeur a dit oui dans un premier temps et un an plus tard, il nous a dit non. Voilà. Donc c'est aussi c'est un véritable casting qui a été opéré. Et donc, vous savez un peu, c'est comme dans les films, il y a des gens qui se lancent sur un projet et puis qui finalement y renoncent et on est obligé de remanier le projet en fonction des accords de principe. Donc on pourrait dire que, si ma mémoire est bonne, il doit y avoir 5 textes qui finalement ne sont pas parus, qui étaient prévus au départ dans les fantaisies de John Ford et qui ont finalement été abandonnés. Happy birthday. Happy birthday. My suit. You wouldn't want me to look like a bum, would you? I'm your guest. 22 years, huh, Boats? Huh? Great. Pals. No fights. My guns, no fights. 22 years. Tradition, Legion, Legend. and the crowd. Hey, Monk. Why don't you throw that guy in the brig in a hoosegow? I'm off duty guns.
You're always off duty. C'est que donc une fois que le manuscrit a été fait, on a été accueilli par un autre universitaire qui s'appelle Pascal Coutet, qui travaille à l'université de Caen et qui avait monté qui a monté une petite collection chez un éditeur caennais. Donc ça nous intéressait aussi de ne pas travailler forcément avec un éditeur universitaire, mais plutôt d'aller défendre justement un jeune éditeur, même s'ils ont déjà beaucoup publié. Et donc cette collection Focale a déjà publié un livre sur Spielberg. Mhm. Et voilà. Et dans les temps à venir, c'est aussi une collection qui va s'intéresser soit à des films en particulier, soit à des essais sur le cinéma, soit voilà, à des cinéastes dont on parle pas beaucoup, ou sous un angle un petit peu original. Parce que bon, et force est de constater qu'aujourd'hui, en matière d'édition cinématographique, trouver des angles originaux devient de plus en plus compliqué, même si parfois on se surprend à découvrir que tel ou tel sujet ou tel cinéaste n'a finalement été que peu traité par l'édition française. Précisément. Sur Steamboat on the Bend, évidemment, c'est une comédie, donc il était extrêmement difficile de passer outre dans un livre qui consacre la fantaisie chez lui. Ça, c'est le premier aspect, et c'est pour ça qu'on a donné aussi énormément de place aux contributeurs. En gros, il n'avait pas de limite de pages. S'il devait faire 15 pages, il faisait 15 pages. S'il devait en faire 30, ils en faisaient 30. Il fallait que les choses soient dites et bien dites. Donc, s'il fallait de l'espace, on en a donné. Donc, le texte de Cécile Gornet sur Steamboat on the Bend aussi est un texte très long. D'une part parce qu'il parle de sources de première main à partir des scénarios de John Ford et des archives de John Ford, et donc pour vraiment comprendre comment la mécanique de John Ford, surtout au moment du tournage, parce que ça aussi on pourrait y revenir, c'est un des mythes de John Ford, qui serait un John Ford improvisateur, un John Ford Jean foutiste, un John Ford qui ne pense pas à l'intégrité de son œuvre et qui, s'il doit supprimer 15 pages de scénario, va prendre les 15 pages qui lui viennent sous la main. Et tout ça est évidemment beaucoup plus subtil. En ce qui concerne la question afro-américaine, il faut la coupler avec, je pense, aussi ce Ford qui serait pro-sudiste ou Ford pro-nordiste. Oui. Ce sont des questions qui sont finalement connexes. Et Jean-Loup Bourget arrive très bien à montrer que finalement on peut le désigner ni de l'un ni de l'autre, puisque au gré des vents, John Ford a fait des films plutôt pro-nordistes et des films également à caractère sudiste. C'est que c'est son ambiguïté qui aussi fait l'intérêt de son œuvre. Nous, on n'a pas du tout cherché à promouvoir l'une ou l'autre des facettes, mais au contraire d'expliquer qu'il y avait clairement les deux. Quand il fait Steamboat on the Bend, qui se passe donc dans un État sudiste qui est le Mississippi, dans les années 30, qui garde toute la ségrégation raciale, qui garde toutes les traces de la guerre de sécession, qui garde les traces de cette fameuse cause perdue d'après-guerre, il est évident que Ford ne va pas faire un film progressiste. C'est contre nature en quelque sorte. Surtout que Ford commence dans les années 10, et dans les années 10, on avait les minstrel shows, on avait le fameux blackface, on avait toute cette culture-là que Ford a connue, a côtoyée, et auprès de laquelle
oui, c'est ça, il a baigné là-dedans. Donc, faire de ce personnage noir un personnage secondaire qui vient apporter l'humour, mais presque à son détriment. C'est le cas aussi, par exemple, dans Le Soleil brille pour tout le monde. Oui. La grande question, c'est de savoir plutôt quelle était la part de conscience, finalement. Est-ce que c'est vraiment un inconscient, et donc là, tout le monde est un peu raciste. Mais le problème, c'est que Fetchit est lui aussi quelqu'un qui a caricaturé son propre Oui, personnage. c'est l'acteur dont vous parlez. L'acteur, pardon. L'acteur a exagéré, a compris ce qu'on lui demandait, a surjoué aussi cet aspect-là. Évidemment, personne ne lui a dit de moins en faire, personne ne lui a dit de calmer un peu le jeu, etc. Donc, vraiment, c'est une ambiance généralisée qui tend à faire de ce personnage noir un personnage de bouffon, un personnage de peureux. Je pense que la qualité de Ford, c'est d'avoir évolué avec son temps. Et quand il fait le Sergent Noir en 60 ou quand il fait Cheyenne, je veux dire, il est même là, pour le coup, un peu en avance. La ségrégation raciale aux États-Unis n'est toujours pas terminée. Les Noirs sont toujours dans des ghettos insalubres et pourrissants. On a l'impression qu'ils vivent toujours dans les années 30. Donc, il a, même sur la cause indienne, on pourrait lui reprocher à peu près la même chose. Il a une évolution qui est assez identique. Vraiment, d'un point de vue très général, on pourrait dire qu'il a une évolution assez identique. L'Indien est l'autre, le méchant, l'ombre, la menace permanente dans les westerns des années 30-40, enfin, surtout des années 40, et il devient un personnage plus positif, plus complexe, plus humanisé dans les films des années 60. Donc c'est vrai que le mauvais procès qu'on attente à John Ford, que ce soit en plus par deux frères ennemis, que ce soit Spike Lee ou Quentin Tarantino, paraît un peu surjoué en quelque sorte. Qu'est-ce qui est drôle chez John Ford? En fait, qu'est-ce qui est comique chez Ford? La première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment son caractère extrêmement hétérogène. Il y a des comiques chez Ford et ils sont extrêmement variés. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que c'est ça aussi qui a fait que John Ford a été peut-être mal perçu sur ce point, c'est que cette hétérogénéité n'est jamais concentrée en un seul film. C'est une hétérogénéité qui s'étend sur l'ensemble de l'œuvre. Vous avez un caractère absolument grossier qui peut tomber. On pourrait dire rabelaisien pour aller très vite. C'est la fameuse flèche dans le derrière, dans La prisonnière du désert. Ils viennent d'avoir... Voilà, et on va faire une espèce de sketch, une pastille humoristique pour savoir s'il faut la retirer ou pas, et voilà comment, à la fin d'une attaque, on se retrouve avec une flèche dans le derrière. Donc ça, c'est un type d'humour. L'autre type d'humour, ce serait plutôt un humour qui va jouer sur le trop-plein, sur le petit... En fait, l'humour de Ford n'est pas un humour de saturation. On ne va pas saturer le cadre d'effets comiques. Par exemple, chez les Marx Brothers, enfin bref, dans plein d'autres cas de comédie. Chez Jerry Lewis, chez Black Edwards. Mais par contre, en fait, c'est surtout un aspect de trop-plein. C'est-à-dire que chez Ford, il y a une scène dans L'Homme tranquille qui, pour moi, est vraiment très, très typique du comique fordien. C'est tout simplement un des personnages qui veut boire du whisky chez Maureen O'Hara. Maureen O'Hara le sert, première rasade, et il lui dit « Oh, dis donc, vous avez la main un peu légère ». Et donc, elle lui en rajoute, mais elle, sur son visage, elle dit déjà, c'est beaucoup ce que je lui mets comme whisky dans ce verre. Et finalement, elle pose la bouteille sur la table, il récupère la bouteille et il remplit vraiment le truc à ras-bord. Vraiment au point où ça va déborder. Et finalement, ce comique est très proche de ce que fait Ford très souvent. C'est-à-dire qu'il va ajouter la petite pointe supplémentaire qui fait que ça déborde. Et donc là, on est typiquement aussi sur un comique fordien. Ça part dans une situation qui est plutôt une situation de comique comédie de mariage, comédie nuptiale, maritale. Et puis, petit à petit, eh bien, ça va déborder. On va rajouter un effet comique qui fait que la scène va partir dans une autre direction. De même, John Ford ne s'interdit absolument pas des calembours, des jeux de mots.
Je pense encore à L'Homme Tranquille. L'Homme Tranquille, ça commence dans une gare d'une petite ville qui s'appelle Castletown. Et en fait, un des personnages vient vraiment dans le cadre pour gommer le S du nom de la ville. Et donc, ça fait Cattletown. Et Cattletown, ça veut dire la ville des bestiaux, hein, la ville du bétail. Et donc, et c'est une scène qui joue aussi sur un attroupement de personnages qui n'arrivent pas à communiquer les uns avec les autres. Donc, le comique de Ford, il est extrêmement varié, mais à chaque fois, il n'est jamais généralisé ou concentré dans un seul film, ce qui fait que cet éparpillement a peut-être joué en sa défaveur. Donc, sans compter évidemment les personnages secondaires dont vous parliez, sans parler des situations. Un autre type de comique, c'est que John Ford, on l'a oublié trop souvent, et je trouve que le premier texte qui ouvre l'ouvrage a une vraie valeur documentaire et pédagogique, c'est que John Ford a commencé sa carrière en même temps que le burlesque américain. Et donc, en fait, on va trouver chez lui tout un tas de séquences qui relèvent de ce type de comique. Ça va être la course-poursuite, ça va être la grande bagarre dans l'eau, ça va être des gens qui tombent à l'eau, qui dérapent. Ça va être vraiment une esthétique de la peau de banane, quasiment. Et donc ça, chez Ford, on en trouve mais des quantités astronomiques, sauf qu'on est dans un cadre qui n'est pas celui du genre ou celui de la comédie au départ, et donc ces dimensions burlesques passent le plus souvent inaperçues.